Alors, bonjour à tous. Effectivement, on va parler de la base nationale des gîtes arboricoles. Qu'en est-il un an après pour des premiers éléments d'écologie par espèce? Donc, on va quand même reprendre quelques-unes des diapos qu'on avait présentées, mais en virtuel l'an dernier. Donc là, on a juste mis à jour, voilà, en 99, lancement de l'enquête nationale par Philippe Pénicaud. 99-2011, il y a eu pas mal de fiches saisies dans l'enquête et appui de Guy Rest en Bretagne. Entre 2011 et 2013, il y a toujours des données, surtout avec l'avènement du radiopistage. Et donc l'an dernier, avec Raphaël, on a repris les bases qui étaient un peu exploitées de Guy et de Philippe. Et on a pas mal travaillé dessus parce que c'était justement un peu complexe, qui nous a permis d'obtenir à peu près 2474 observations. Et la synthèse, si vous n'avez pas vu la présentation qu'on a fait l'an dernier, la synthèse est dans les actes que vous avez disponibles. Et le travail qu'on a fait avec Raphaël, à la fois, et avec lui qui continue à nous aider, c'est à la fois d'essayer de mettre au propre cette base, et on a développé un outil de saisie en ligne qu'on vous remet là, on a remis le lien après, on en parlera après. On a remis très rapidement cette diapo aussi de l'an dernier pour rappeler qu'il y a des données obligatoires dans la saisie en ligne, l'auteur, la date d'observation, les circonstances de découverte, l'essence, si possible le diamètre de l'arbre, le statut, des choses comme ça. Et que c'est pas toujours évident, on en a bien conscience. Pour les essences, voilà, tout le monde n'est pas rodé et expert sur ça, mais avec Plantnet, on peut assez facilement s'y retrouver. Pour les diamètres, on n'arrive pas facilement, enfin les compas forestiers ne sont pas disponibles dans toutes les quincailleries, donc du coup, un simple mètre ruban peut suffire à faire cette conférence. Il y a plein d'options en tout cas. Et on peut malgré tout aussi toujours utiliser la fiche papier historique, ce qui peut avoir un intérêt que moi je vois quand même par rapport au formulaire, c'est que de temps en temps ça permet d'installer les photos, et nous c'est souvent intéressant en termes d'historique et de retour sur des questionnements qu'on peut avoir d'avoir une fiche PDF avec éventuellement une photo, c'est aussi bien à la fois pour illustrer. Par contre, voilà, pour nous c'est plus long à saisir, et à la fois pour vous et pour nous, c'est pas forcément le meilleur outil. On a pris cette diapositive comme l'an dernier. Pour rappel, cette enquête, c'est pas un service gestionnaire de base de données, c'est aussi à la fois pour assurer les Kiro et les fournisseurs de données. On collecte les données, on les agrège dans un tableur global, on fait une synthèse toutes les X années, on peut essayer de faire tous les 2 ans, mais ça peut être des fois un peu plus long. On imagine faire un projet d'article, mais quand on nous demande une extraction, la plupart du temps, on va regarder d'où viennent les données, et on transmet aux fournisseurs de données ses propres données, ça sans problème, mais c'est vrai que les autres, on renvoie directement aux structures algorithmiques. On n'est pas supposé faire ce travail-là, c'est aussi pour... voilà, aucune démarche sera validée sans l'aval des fournisseurs de données et des groupes qui retirent de vous. Vous l'avez vu d'ailleurs pour ceux qui nous ont questionné récemment. Là, c'est juste un petit focus sur où on en est. La base est toujours en cours de nettoyage. On intègre et on corrige encore des données en France. On en parlait tout à l'heure avec Dorothée. On a eu des échos. L'intérêt de cette présentation-là, c'est de vous faire des alertes. C'est-à-dire, pourquoi dans le département j'ai que 2 données, moi j'en ai 17. Donc il y a encore des choses qui nécessitent du travail, en particulier les doublons. Exemple tout bête, il y a des structures qui nous envoient des données. Une bête a été dans une colonie 8 jours d'affilée, on a 8 lignes. Et nous, c'est vrai que ce truc-là, on aimerait plutôt faire une colonne durée d'occupation du gîte, sur une même ligne, 8 jours d'affilée. Et c'est vrai que si on a 8 lignes, c'est des doublons et on ne les a pas encore gérés. Par exemple, dans cette synthèse-là, on vous présente, il y a des problèmes de doublons. Mais ça sera fait dans les années à venir. Il y a des données qui sont probablement erronées, un truc tout bête et c'est très dur à gérer. À l'époque, quand on ne connaissait pas le préférendum de la Barba sur les écorces décollées, j'ai vu des fiches passer, qui étaient des fiches du début des années 2000. En gros, s'il n'y a pas eu de contrôle en sortie, ce que je mets aussi juste après, en gros, la personne voyait une loge de pique sur l'arbre, il s'avère qu'il y avait des écorces décollées et une loge de pique, et la référence de la donnée, c'est gîte en loge de pique. Barba, ce qui est possible, parce que Benjamin nous disait qu'il en avait déjà observé, mais je pense que c'était plutôt, à mon avis, une erreur d'observateur, qui était tout à fait normale à l'époque, mais pour nous c'est dur à gérer. Donc il peut quand même y avoir des choses comme ça. Et on a de nombreux membres dans les descriptions, mais ça fait partie des choses dont on vous parler juste après. Donc, on se pose la question des besoins de formation sur les acteurs. Un exemple tout simple, dans le monde des
des forestiers, pour ceux qui ne sont pas non plus à cet exercice de la forêt. Il y a une très forte disparité, on le voit dans la base, sur la description des arbres, des types de gîtes sur les arbres gîtes. Et donc pour nous, c'est un gros problème d'homogénéisation, d'harmonisation, et même des fois d'incohérence dans la base. Or, depuis plusieurs années, au niveau du monde des forestiers, il y a un énorme travail qui a été fait sur les bandes micro-habitats. Je vous ai mis quelques exemples, mais les Suisses ont beaucoup bossé dessus, en France également. Je vous ai dit la thèse de Laurent Larieux, la thèse de Joël Payet en France. Et ça aboutit à maintenant des documents qui peuvent vraiment aider les structures qui n'ont pas l'habitude à décrire le type de qualité. Je vous ai mis un exemple là, mais vous voyez les catégories à gauche. Bref, à gauche vous avez les grandes catégories, et puis à droite un exemple d'une fiche où qu'est-ce qu'une qualité terreau de tronc sans contact avec le sol, avec des petits schémas, la rareté et des photos éventuellement. Ça peut vraiment nous servir à donner des infos, et il faut savoir que ça aussi est synthétisé sur des fiches de terrain avec les grandes catégories. Je vous ai cité, j'ai fait un petit focus sur la catégorie classique pour nous, pour les chauves-souris, une catégorie CD13 qui est la loge de grande taille et qui est différente de la CD14, les flûtes de pique. Et ça, en fait, ça a été travaillé de façon très intensive par les forestiers pour avoir un consensus au niveau européen. Donc c'est vrai que ça serait vraiment bien qu'on puisse se recaler sur ces catégories-là, parce qu'elles sont aussi des catégories que les forestiers vont progressivement aussi intégrer dans leur langage. Et ça, on va essayer de le mettre dans la base de données en ligne, on va essayer de fournir ces informations-là, et ça peut être une occasion de faire des formations. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous et dire ce que vous en pensez. Mais voilà, je passe la parole à mon collègue. Merci. Du coup, l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'harmoniser la prise d'informations sur ces arbres pour nous simplifier la tâche et aussi simplifier la vie de monde. Donc très rapidement, à l'heure actuelle, la base qu'on a pu compiler contient 3400 observations à peu près d'arbres gîtes à l'échelle nationale. Pour vous donner un ordre d'idée, on était à quasiment 1000 de moins quand on vous a présenté cette synthèse il y a un an. Donc c'est-à-dire qu'il y a un gros travail des régions aussi pour nous faire remonter les informations. Donc, je vous en remercie tous. Voilà. On voit qu'il manque encore quelques départements dans cette synthèse pour Lyon. Pour nous, n'existe pas du coup. Ouais, du coup on les a. C'est pas la France qui non, voilà, en tout cas, voilà. Vous voyez qu'il y a quand même des très fortes disparités en lien avec des études ciblées. On ne peut pas citer ce qui se passe dans la vie, par exemple. Depuis l'année dernière, finalement, on a eu beaucoup de remontées du sud de la France aussi, donc ça c'est plutôt chouette. Et puis voilà, des gros jeux de données sur la Bretagne et sur la Corse. Par rapport aux différentes essences qui sont contenues dans la base, le chêne est prépondérant, avec quasiment, je crois que c'est un gros tiers des observations sont faites dans du chêne. Et avec une diversité d'essences très importante. On remarque quand même que les essences inconnues, on n'a pas de nom sur l'essence, c'est le deuxième plus gros fournisseur de données, en tout cas c'est le deuxième plus important, c'est un peu dommage. Donc faites un petit effort sur la reconnaissance des arbres. En tout, on a 73 essences dans la base, c'est assez important. N'hésitez pas à nous demander, donc c'est des choses qu'on va synthétiser dans la synthèse. Voilà, on remarque qu'on a plein d'essences un peu rigolotes, le colonia, le filet géant, voilà, il manque quelques espèces par exemple, qui dorment dans l'arbre, pas de trucs. En termes de sources des observations, on a toujours le jeu de données historique qui est prépondérant. Et on se rend compte que voilà, il y a quand même quelques gros fournisseurs. Par exemple Rhône-Alpes, par exemple l'ONF, par exemple la Corse. Et puis cette enquête en ligne, finalement, on a l'impression un petit peu, donc on attend aussi vos retours tout à l'heure sur les questions sur ces outils qu'on a essayé de vous mettre qu'on a essayé de mettre à disposition. L'enquête en ligne, chaque année, c'est 70 saisies à peu près, donc c'est plutôt une bonne chose. Sur les espèces, on a une prépondérance absolue, voilà, le golden score pour le murin de Bechstein. Là, c'est la courbe d'accumulation des données dans le temps par espèce. La Barbastelle est en deuxième position. Elle s'était fait griller l'année dernière par la notude de l'SDR, mais finalement elle s'est fait rattraper.
Et en quatrième position, il me semble qu'on est sur la noctule. La grande noctule, ouais, qui fait une progression fulgurante depuis 2015, avec des études bien ciblées sur ces espèces-là. Mais on se rend compte aussi qu'on a des espèces comme par exemple Oreillard gris, murin moustache, où on a, je crois que c'est moins de 10 données pour chacune de ces espèces-là. Ouais, 20 pour le moustache, je crois que c'est 3 ou 2 pour l'Oreillard gris. Donc c'est des espèces qui sont pourtant dites forestières, pourtant communes à l'échelle nationale, et pour lesquelles on n'a quasiment pas de données arboricole. Très rapidement, maintenant, je vais vous présenter quelques résultats assez intéressants. Ça, c'est des cartes qu'on a pu faire avec beaucoup d'avance hier pendant la présentation de Charlotte, et qui montrent un peu ces aspects de migration, rien qu'avec des données d'arbologie, qui sont assez intéressantes. Donc là, c'est la carte sur la noctule des cerfs. Vous avez les points rouges, c'est les arbres biologiques, on a de la reproduction. Les points bleus, là, on a de l'hibernation. Et puis les points verts et oranges, là, on a l'estivage du transit. On voit vraiment que c'est fragmenté avec uniquement la reproduction dans la partie nord de la France et l'hibernation du transit dans la partie sud. Donc ça paraît un peu trivial, mais finalement, Charlotte nous disait qu'il y a très peu de choses qui le montrent concrètement. On n'a pas tant de billes que ça pour le visualiser, pour le prouver, autre qu'avec le conjectisme. De la même manière pour la noctule commune, alors c'est un pattern qui est un petit peu différent, mais on voit là aussi, donc c'est toujours pareil, en rouge les arbrogites avec de la reproduction, en bleu l'hibernation, et puis en vert et orange de l'estivage ou du transit. Donc ce qu'on appelle l'estivage, c'est des données en été non reproductrices, et du transit plutôt des données printanières ou automnales. Voilà, donc en tout cas c'est des petites choses assez rigolotes qu'on peut faire et qu'on peut montrer. Pour l'hibernation, c'est pareil, on n'a pas tant de données que ça, sur les 3500 données de la base, il y a seulement 85 observations en hibernation qui sont réparties sur des espèces plutôt forestières, qui sont généralement issues de poutres ou d'élagages, mais pas que. Et quand on regarde ce petit graphique, on s'aperçoit que finalement, une espèce forestière qu'on connaît bien, qui est la première espèce dans la base, en fait, on n'a aucune donnée d'hibernation en arbre de murin de Bechstein à l'échelle nationale. Alors je ne sais pas si ça peut peut-être réagir certains départements qui disent « Ah mais si, c'est connu ». En tout cas, c'est quand même assez significatif de pouvoir se dire qu'en France, on n'a aucune donnée de Bechstein dans les arbres en hibernation. Voilà, des petits graphiques qu'on peut faire aussi, là c'est le nombre d'individus dans chaque fille du murin de Bechstein, en enlevant le troncet qui sera présenté spécifiquement tout à l'heure. Pour vous montrer qu'on a quand même un pattern aussi avec un nombre d'individus plus important dans des plus petits, et des records sur cette espèce-là, plus de 70 individus. Ça c'est les types de gîtes, donc on a essayé d'harmoniser comme on a pu, sans surprise, le murin de Bechstein c'est essentiellement de la lage de pique, avec malgré tout aussi des fissures, des anciennes insertions de branches, des cavités, etc. Et c'est un parterre qui est forcément complètement différent si on prend la Barbastelle d'Europe, avec une prépondérance des corps décollées et fissures. Derrière, on a fait quelques petites extractions. Alors finalement, on n'a pas pu faire toutes les espèces parce qu'on n'avait pas le temps, et je pense qu'on fera une présentation plus longue et peut-être plus complète dans les années à venir. On a voulu faire un petit focus sur la grande noctule parce que c'est un peu l'espèce sur laquelle il se passe pas mal de choses depuis quelques temps. La carte elle est pas totalement jour parce qu'il y a eu des découvertes en 2021, mais ça donne quand même une petite idée avec les sites de reproduction. Voilà, il y a Ariège, il y a ce qui a été trouvé récemment, il peut manquer des données quand même d'ailleurs dans la base pour vérifier. Mais voilà, quelques données en reproduction, quelques données. On voit le début du canal du Midi en bas avec des données de transit et les données de Corse en estivage. Et on a essayé de commencer à sortir 2-3 trucs. Alors c'est un peu général, mais si vous regardez, voilà, premier problème, 366 observations dans la base, 213 où l'essence n'est pas citée. Il y a beaucoup de doublons, je pense, mais ça c'est un travail qu'on va essayer de reprendre avec la structure en question, parce que c'est cité sur une structure. La donnée existe en fait, mais pas dans leur base de données, elle est dans des rapports. On va essayer de voir si on peut récupérer ça, ce serait vraiment intéressant. Sinon, sur cette grande noctule, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit vraiment la grosse répartition, pas la ratio pour les études en Corse. Le chêne, ça c'est les études des gorges de la Dordogne principalement, et puis après on se retrouve avec la patate hêtre du centre de la France, et on se rend compte que au niveau de la répartition altitudinale, voilà,
tout ce qui est pas la ratio, c'est parce que les études avaient été faites sur plutôt de l'altitude sur des données corses. On a le être un peu au milieu, et puis finalement le chèque c'est que des données de plus basse altitude et évidemment le plan maritime pour tout le littoral atlantique. Mais ça, je pense que ce graphe va vraiment évoluer très fortement dans les années à venir. Et on voit qu'il y a des questions qui se posent aussi sur la façon, c'est pour ça que je rebondis sur le côté formation. Si vous regardez le pourcentage de la hauteur d'envol, en fait on a fait un truc tout bête, c'est qu'on a regardé la hauteur de l'arbre quand elle était notée et la hauteur de la loge. Et on se rend compte que dans la plupart des cas, c'est noté dans les 40%, donc plutôt la moitié inférieure de l'arbre, donc c'est quand même assez haut déjà. Et puis en fait on a des données sur le palariccio et le sapin. Je pense que c'est des données corses qui, en gros, sont dans le dernier quart de l'arbre. Alors le dernier quart de l'arbre, c'est la plupart du temps le pied. Et donc je pense que c'est une façon de mesurer les hauteurs qui est juste pas bonne et sur laquelle il faudrait qu'on voit avec eux pour discuter, parce que je pense que là ça nous génère un biais d'observation et qui n'est pas une donnée qu'on va pouvoir exploiter comme ça, mais ça traduit en fait quelque chose et il faut vraiment qu'on arrive à travailler ensemble pour avoir des données plus homogénéisées. Ça reste évidemment très intéressant. D'autant plus qu'on voit sur le petit graphe, enfin sur le petit tableau à gauche, que quasiment à chaque fois, sur 74, sur les moins de 80 données sur lesquelles on a l'info, l'emplacement du gîte est sur le fond. Donc ça, ça aurait été aussi si ça avait été sur le charpentier ou sur le pied, donc sur le fond ça ne peut pas être dans le dernier quart d'heure. Donc c'est un détail, mais c'est des choses qui nous permettent après de rebondir, de faire des allers-retours avec les structures. On voit quand même que, pour le coup, dans la base, ce qui avait été rempli de façon quasiment très généralisée, vous voyez que le nombre de données, là, pour le coup, il y a très peu d'inconnus, c'est que, sur le public, à très très grande majorité. Sur le nombre d'effectifs, ce effectifs, c'est un peu dommage, c'est lacunaire, mais en même temps on sait que c'est très compliqué, et ça peut aussi être intéressant de faire une formation, voire de réfléchir à l'utilisation des jumelles thermiques, mais on se rend compte quand même qu'on a des gîtes avec plus de 80 individus, et en Lozère par exemple l'an dernier on a une nouvelle population découverte, on s'y attendait pas, 54 individus, alors qu'on a tant que ça, 104 détecteurs, donc c'est quand même une bête qui est quand même un peu discrète, et ça c'est aussi intéressant, et ça ressort de la base. J'ai voulu faire juste un export sur les murins du nord parce que je me disais, tiens, ça peut être intéressant de voir ce qu'on peut ressortir. Ça, c'est juste pour vous motiver à continuer à travailler sur ces espèces et de nous sortir des données. Vous les regardez dans le détail, en fait, murin de Catoë, on avait 88 lignes, murin de Brante, on a 49 lignes, murin de Moustache, tout le monde s'en fout du murin de Moustache, il faut quand même être honnête. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on travaille sur cette bête-là. Dans les arbres, parce que je sais qu'il y a des données qui existent, il y a des gens qui ont suivi, mais on n'a pas grand-chose dans la base. Là, je vous ai dit en gros, par rapport à ce qu'on a vu avant, barba, écorce décollée, tous les sens, la grande noctule, loge de pique à fond, et là, ça permet quand même de voir le type de gîte en bas. Pour ces deux espèces, on voit que c'est quand même beaucoup plus diversifié. Donc sur la base, ça sort quand même des choses intéressantes. Plutôt les arbres vivants, mais on a quand même aussi des arbres dépérissants, des arbres morts, et une grande diversité de types de gîtes. Donc ça serait intéressant de confirmer ça et d'avoir des éléments un peu plus clairs. Et bon, le chêne est surdominant, mais il y a probablement des choses à creuser sur ces espèces. On voit quand même le canard, c'est assez joli sur le graphe, et je remercie d'ailleurs Turalia qui a accepté de nous transférer les données d'observation qu'ils ont, parce que il y a des abattages et on en a profité pour essayer de récolter un maximum de données. Donc merci d'avoir transféré ça. On a remis l'adresse du lien, on va probablement faire des petites modifs et si vous avez des questions.